mountains high touch the sky. Never cry, we will dry. Fires burn, lessons learned. Wheels turn, bridges up. Journey to tomorrow. Chase away the sorrow. Away the sorrows we follow. Life we follow. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un programme inédit en français et pour la première fois, nous avons l'honneur d'accueillir à Damien, auteur et conférencier passionné par les mystères de notre monde, mais aussi par la conscience et la métaphysique. Et il s'intéresse particulièrement aux enseignements théosophiques, offrant aussi une lecture profonde et singulière des grandes questions existentielles. Dans ce premier épisode en français de Au-delà des étoiles, nous aurons l'opportunité d'explorer avec lui son dernier ouvrage, Superconscience et résonance événementielle. Un livre captivant qui nous invite à repenser notre rapport avec la réalité, la synchronicité et interaction subtile entre la conscience et les événements qui façonnent nos vies. Alors préparez-vous, un voyage fascinant. Heureuse de t'avoir dans mon programme, Damien. Bonsoir Eva, Bonjour. merci à toi de m'inviter. Merci. Ben, regarde, j'avais un autre écran et finalement il est resté celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Bah écoute, on est dans le ton en fait un peu de la soirée puisque regarde moi derrière, j'ai aussi des Ah, êtres exogènes qui sont sur l'affiche de mon prochain congrès qui sera en juin. Donc finalement, écoute, c'est pas très mal, c'est pas plus mal, on est sur la même longueur d'onde ce soir. Voilà. oui, on peut commencer par là si tu veux. Explique-nous Oui. ex situ, c'est en dehors de la Terre en fait, ça veut dire, non? Pourquoi tu Alors, as, élu ex situ? alors Exitus, c'est un congrès que j'avais envie de faire depuis déjà 4-5 ans. J'y Mhm. pensais. Et bien sûr, tu sais comment ça se passe quand on a des projets, il faut que les bonnes opportunités se présentent, puis il faut qu'on soit aussi en phase avec nous-mêmes, et puis il y a des moments pour tout. Et j'avais envie de faire un congrès, de monter un congrès sur les rencontres rapprochées du quatrième type, donc les rencontres entre exogènes et êtres humains, le sujet des abductions, qui est un sujet qui est un petit peu touchy, comme tu le sais, puisque c'est on va dire, un domaine qui figure parmi les études autour de l'ufologie, hein, voilà, les ovnis. Et si c'est un peu touchy, c'est parce que on a de plus en plus de monde qui s'intéresse au phénomène des ovnis, puisqu'il y a une démocratisation du sujet ces dernières années. Et c'est bien, mais derrière, si on accepte l'idée qu'il y a des ovnis au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire des astronefs, des appareils qui sont habités par des intelligences qui viennent peut-être de très loin ou qui sont pas sur notre plan de réalité, on peut concevoir, imaginer eh bien que ces êtres ont déjà pris contact ou prennent contact ou visitent régulièrement des personnes dans le monde entier, donc ce qu'on appelle des abductés ou des expérienceurs, selon la nature de l'expérience un peu extraordinaire qu'on va faire. Et du coup, ben, moi, ayant été aussi témoin d'un certain nombre de phénomènes, on va dire, dits extraordinaires, j'avais envie de consacrer justement une étude à, on va dire plutôt un congrès sur des études assez scientifiques sur ce sujet que sont les abductions. Et du coup, le titre ex situ, ça vient du fait que, tu sais, en biologie, ex situ, c'est l'action qui consiste à prélever un élément de son origine naturelle, de son environnement, à l'étudier et après à le replacer dans son biotope naturel. Donc il y a cette idée de prendre quelque chose, de le modifier, de l'étudier, de le transformer ou de l'altérer et de le replacer dans son contexte. Donc ça répondait, on va dire en un mot, à l'état d'esprit de ce que sont les abductions, justement, quand on part du principe qu'il y a une interaction entre humains et exogènes et que certains humains sont enlevés à bord, on va dire, d'objets volants non identifiés. Damien, je t'ai connu dans plusieurs chaînes de YouTube et j'ai entendu beaucoup parler de tes voyages, que tu pourras parler tout à l'heure aussi, des métaphysiques, de l'éther. Pratiquement, je crois que toutes tes vidéos qui tu parles des choses qui sont en dehors de tes voyages, je crois que j'ai pratiquement tout entendu, mais
j'ai jamais entendu dire qu'est-ce qui s'est passé dans ce rapprochement avec toi. T'as jamais parlé de ça, non? Non, parce que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et qui est personnel. Et il a fallu quand même beaucoup d'années, et on va dire une forme de chemin initiatique en moi pour arriver à en parler ou pour vouloir en parler. C'est pas quelque chose dont on a envie de se vanter ou qu'on a envie de crier sur les toits parce que c'est un sujet qui peut facilement te faire passer pour un illuminé, un zinzin. Et quand on voit que les gens restent quand même assez terre à terre et assez sceptiques déjà quant à l'idée de ce que Mm. qu'on serait pas seul dans l'univers, déjà leur faire comprendre qu'on n'est pas seul Mm. dans l'univers, c'est déjà toute une montagne. Mais en plus, si tu leur dis qu'il y a des présences exogènes ou du moins non humaines qui sont là et qui interagissent dans notre environnement, c'est encore une autre étape, un autre sujet qui peut justement te valoir un certain rejet, des moqueries, etc. Donc, moi, c'est vrai Mm. que pendant longtemps, j'avais pas trop envie d'en parler. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu m'as connu à travers des vidéos relatives à mes voyages à travers le monde, parce que j'essayais, on va dire, d'introduire le sujet, on va dire, d'une question potentiellement de savoir si on n'aurait pas eu à un moment dans le passé de l'humanité un contact avec ce qu'on appellerait les dieux. Donc on est dans la théorie des anciens astronautes, hein, c'est-à-dire une intervention divine, mais qui serait pas vraiment divine, mais plutôt d'origine non humaine, et qui aurait eu une influence sur la vie des hommes de l'époque, donc dans leur façon de vivre, dans leur agriculture, dans leur construction, etc. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de récits mythologiques, notamment dans l'épopée sumérienne, qui nous ramènent justement à l'intervention de Anunnaki, de dieux venus des étoiles, etc. Donc c'est une hypothèse qui peut-être avec le temps va de plus en plus être, on va dire, entendue, pas forcément acceptée, mais entendue, parce que si encore une fois on accepte l'idée qu'il y a des êtres, on va dire, non humains qui viennent d'ailleurs, qui nous visitent, eh bien alors là c'est la porte ouverte à énormément d'autres hypothèses, à savoir et si on avait été visité dans les anciens temps et que dans les anciens temps, eh bien l'humanité aurait pu peut-être avoir un coup de main, un coup de pouce dans son évolution. Donc c'est, on va dire, quelque chose que j'ai toujours envisagé possible, et par rapport aux expériences extraordinaires que je vivais, c'est vrai que je me demandais comment un jour amener ce sujet-là. Et puis, bah, finalement, tu vois, cette année, c'est un peu, c'est aussi mon année. Cette année, c'est l'année du serpent, faut savoir, en Ah oui, astrologie chinoise. ouais. Et c'est une année qui est une grosse année de changement pour moi et d'entrepreneuriat personnel. Et je me dis qu'il faut maintenant aller au-devant des choses et on va dire libérer la parole autour de sujets afin justement d'inciter les gens à libérer eux-mêmes la parole autour de certains de ces sujets qui peut-être que eux-mêmes vivent, tu vois, des expériences qu'ils peuvent vivre comme moi j'en ai vécu. Donc c'est le moyen aussi d'encourager les gens à en parler. Et je sens qu'autour de moi, les choses commencent aussi un petit peu à bouger, ça s'anime, ça se réveille. Alors du coup, je me dis que c'est le bon moment pour le faire. Et puis comme tu me connais un petit peu aussi par rapport à tous mes travaux, je suis quelqu'un qui suit énormément son intuition. Et en général, je ne re-questionne pas mon intuition quand j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse quelque chose. Eh bien, je le fais, comme écrire un livre, monter un congrès, etc. Donc il y a vraiment des choses qui sont, je dirais, un petit peu d'influence sur moi. Je peux pas expliquer d'où ça vient, de qu'est-ce que c'est, mais je sens que je suis énormément influencé à faire les choses d'une certaine manière et à entreprendre des choses, et que je suis pas vraiment le seul à décider de certaines choses. Voilà, je suis poussé à faire les choses, et je pense que c'est peut-être dû à ces expériences de rencontres rapprochées que j'ai pu faire, on va dire, dans ma vie. Ok. On va commencer donc par le livre. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Exactement. Bah, en fait, il faut savoir une chose, c'est que donc depuis que je suis enfant, je suis sujet à faire on va dire des expériences encore. Je préfère dire le mot expérience extraordinaire parce que c'est vrai que ça regroupe un ensemble d'une phénoménologie qu'on n'a pas à justifier, et je trouve que c'est très bien finalement. Donc c'est vrai que j'ai été sujet à un certain nombre de différentes expériences qui ne sont pas que des rencontres rapprochées, mais d'autres expériences qui sont un peu plus subtiles. Et enfant déjà, adolescent, j'avais je dirais pas des visions, mais on pourrait appeler ça des sortes de projections mentales de choses relatives à l'univers, relatives aux mécanismes quantiques qui déterminent notre réalité, etc. C'est des choses adolescents que je pouvais pas et enfant que je pouvais pas vraiment comprendre, mais j'avais des sortes de certitudes et des notions, on va dire, de choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne devrait potentiellement pas avoir quand on est enfant, tu vois. Il s'est trouvé en grandissant, en me documentant, en m'intéressant à la physique, etc., en lisant des ouvrages comme ceux de Stephen Hawking, j'ai quasiment tous ses bouquins, je me suis rendu compte en fait que mes perceptions, mes visions de l'univers et du cosmos
n'était pas en fait infondée ni dénuée de sens, puisque certaines choses que j'avais perçues étaient aujourd'hui et ces dernières décennies avaient été étudiées et étaient potentiellement recevables. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur la nature des informations que je recevais, sur le temps, sur le futur, sur le passé, etc., sur même l'univers, sa forme, puisque l'univers aurait, alors je préfère parler au conditionnel parce que je ne suis pas un scientifique, donc je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Et c'est bien ça le problème, c'est que quand on n'est pas scientifique, on n'est pas vraiment écouté. Donc on peut qu'émettre des hypothèses avec énormément voilà, de, de Oui, pudeur, si je puis mais dire. Et puis, au contraire, je pense que ce qui m'a plu en toi, c'est que absolument tout part de l'expérience. oui, tout à fait. C'est-à-dire que le livre, comme tu le dis, c'est un recueil d'expériences et qui tend justement à amener des hypothèses de réflexion autour de ces expériences, comme la synchronicité, le fait que nous soyons capables de voir des choses qui ne sont censées pas être arrivées, puisque nous vivons ici, dans notre réalité physique, dans une sorte d'ici et maintenant, dans un présent. Donc le futur, on va dire, se déroule sous nos pieds au fur et à mesure que nous avançons, si je peux dire. Mais il est évident que de tout temps, il y a toujours des gens qui ont eu des capacités à faire des prédictions, qui ont eu des capacités à avoir des visions du futur. Et j'ai moi-même, comme tu l'as peut-être lu au début de cet ouvrage, fait, on va dire, partager l'anecdote d'une expérience que j'ai vécue où je savais à un moment que j'allais potentiellement mourir et que j'ai évité cette mort Mm. parce que quelque part, je l'ai pressenti, je l'ai presque vu finalement. Et donc, ma vie a été une succession d'expériences comme ça, me laissant penser que si j'étais capable de voir des choses qui n'étaient pas censées s'être produites, c'est que quelque part, elles étaient déjà terminées ou s'étaient déjà produites. Et en fait, devrais-je plutôt dire que peut-être que ces choses que j'entrevoyais étaient déjà en train de se produire, on va dire, sur une réalité de temps alternative ou plutôt une réalité future, une réalité potentiellement en train de se dérouler. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai embrassé cette possibilité de me dire que finalement tout se déroule en même temps. Je me suis, on va dire, j'ai un peu décroché avec la notion de temps qu'on peut avoir, de chronologie, on va dire, de temps tel qu'on peut, on va dire, nous l'apprendre à l'école et en cours de sciences. Et à partir de là, c'est comme si j'avais ouvert, on va dire, une porte et j'avais, pour ainsi dire, permis l'arrivée d'un certain nombre d'expériences et de contacts avec eh bien, le futur ou même le passé. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, si tu veux, un peu en reliance avec toutes les époques de ma vie. Et je parle pas que de maintenant, je parle aussi du futur comme le passé. C'est vrai que c'est un peu complexe à entendre et pour un néophyte ou une personne qui ne comprend pas le sujet dans lequel nous parlons, puisqu'on est vraiment dans une forme de métaphysique, c'est un peu complexe, je dois le dire. Donc c'est pour Si, ça qu'on pourra trouver des exemples un peu plus clairs. si je peux t'apporter quelque chose par rapport à l'astrologie, Mhm. il y a des techniques très pointues, pas les transits, il y a beaucoup la révolution solaire, il y a beaucoup d'astrologues qui font la base de l'astrologie, de la Mhm. Fedix. prédiction, ouais, prédiction, c'est prédiction, c'est ça? Oui, oui. Mais il y a des techniques encore plus pointues avec des horloges, des mesures de 12, de 6, de 24, des 72, des 60. Et quand tu rentres dans ces horloges d'astrologie avec ces astrologies déjà très pointues, il y a 3 ans, moi, je me suis rendu compte que, en fait, je n'étais pas en train de voir avec l'astrologie le futur, j'étais en train de voir le passé. Parce que comme c'était possible que la mort d'un père, d'une mère, un accident, tout était déjà écrit. Dans ces roulettes, il y a des roulettes pour la mort, il y a des roulettes pour l'argent, il y a des roulettes pour les amours, il y a des roulettes, des horloges. Hein, des horloges, Mhm. des 5, c'est mathématique, 15, 25, c'est l'amour, 2, 24, c'est l'argent, 72, 6, c'est la santé, 9, je sais pas quoi, c'est les voyages. Comment c'est possible que c'était déjà prévu? Donc, Mhm. à un moment donné, dans un cours, je me suis Mhm. dit, je suis pas en train de voir le futur, je suis en train de voir quelque chose qui est déjà passé. Oui, voilà, oui. Et donc, le problème là, c'est dire, bon, si c'est déjà passé, pourquoi je suis revenu à vivre ça? Est-ce qu'il faut que je corrige quelque chose? Mhm. Euh, Pourquoi je suis de nouveau en train de vivre ça? Ou pourquoi c'est déjà écrit? Ou c'est, où il est le libre arbitre, en fait? Mhm. Je vois Si? ce que tu veux dire, ouais. C'est assez troublant parce que finalement, on pourrait revivre.
de manière infinie la même vie. Alors bien sûr avec des variantes, en faisant d'autres choix, on pourrait vivre la même vie sans s'en souvenir, puisqu'on n'aurait pas souvenir de ce qu'on a vécu avant, donc finalement on pourrait revenir à chaque fois vivre la même vie. En fait, ce que je pense et ce que je ressens, c'est c'est qu'il y a une réalité de monde alternatif. Il y a, pour moi, et selon moi, autant de réalités que de choix que nous faisons, et tout se produit en même temps. Donc, ce qui s'est déjà produit est en train de se reproduire, etc. C'est un peu comme une sorte euh, comment dire, j'essaie de trouver l'image, comme une sorte de spirale ou de cycle infini, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de revivre, nous, en tant qu'individus, la même vie, mais plutôt, je pense que il y a un scénario qui est en train de se reproduire et se reproduire et se reproduire, mais que la conscience que nous avons, elle, peut-être, est-ce la première fois réellement qu'elle vit à un moment une expérience de vie actuelle. C'est une idée, hein, je n'affirme rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Si tu veux, par exemple, si on part du principe que le temps, le présent et le futur, tout se déroule en même temps, il n'y a que des présents, mais sur Mhm. leur plan à eux, il faut imaginer en fait que chacune des versions de nous-mêmes, que nous soyons dans le futur ou dans le passé, sont habitées par un fragment donc d'une conscience supérieure. Alors moi je l'appelle la superconscience, notre superconscience. Tu as ta superconscience, j'ai ma superconscience, etc. Et que cette superconscience en fait est fragmentée en des infinités de petits bouts de Moi. conscience Mhm. d'elle-même, tu vois. Mhm. Donc quelque part, c'est comme si nous faisions partie d'une grande unité sans prendre conscience que nous faisons partie de cette grande unité, parce que quand on vit notre vie ici de tous les jours, on a vraiment la sensation d'être des personnes uniques et on a ce sentiment d'individualité, vois-tu? Mhm. Alors qu'en fait, c'est, je pense, une manière, on va dire, erronée de voir les choses, parce que peut-être en fait nous faisons partie d'une unité et avons oublié que nous faisons partie de cette unité. Et c'est justement quand on commence à prendre conscience qu'il y a plein d'autres versions de nous qui sommes en train de naître, qui sommes en train de mourir, qui sommes en train de vivre des vies, qui sommes en train de vivre des choses qu'on a déjà vécues, dont on se souvient, Mhm. des choses qu'on va vivre mais dont on ne se souvient pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Eh bien, quand on réalise cela, que tout se produit en même temps et qu'on est plein de versions de nous-mêmes connectées à la même unité de conscience, le même cloud d'information, eh bien, en fait, il se trouve que on va commencer à faciliter le passage de l'information entre nous et ces autres nous. Et c'est Mhm. ce qui va aiguiser, on va dire, notre intuition et c'est ce qui va rendre de plus en plus possible ce GPS qui nous mène dans notre vie sur les chemins et les choix qu'on va faire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire qu'on a déjà fait certaines expériences de vie qui n'ont pas été forcément concluantes et justement, indirectement par l'intuition, on va s'influencer nous-mêmes dans le passé en disant, bah, peut-être que là, il y a un autre choix à faire. Donc tu vas arriver à un moment dans ta vie demain, tu vas avoir un choix à faire et tu vas sentir que, intuitivement parlant, eh ben, il vaut mieux que tu fasses ce choix-là plutôt que ce choix-là. Et si tu sens cette intuition-là, c'est parce que l'autre choix, tu l'as déjà fait, une autre version de toi l'a déjà fait, Ouais. l'information est déjà centralisée dans ton cloud d'information, dans ta superconscience, Mhm. et tu te rends compte que tu as une autre expérience à faire parce que celle-là, tu l'as déjà fait, et que celle-là, c'est pas forcément une expérience intéressante à reproduire. Ça veut pas dire que l'expérience va Mhm. être mauvaise, parce que finalement, quand on fait une Il n'y a expérience rien de mauvaise, il y a mauvais, toujours ouais. quelque chose de Ouais. positif, il y a jamais rien de mauvais, vois-tu. Mais c'est parce que simplement, ta super conscience, ton cloud d'information a envie Et c'est déjà d'avoir l'information de différente, non? notre expérience. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? différente. C'est comme ça que je perçois les choses et j'ai bien, c'est moi-même qui les perçois comme ça. Je dis pas que c'est comme ça que les choses sont. Et je pense que ces super consciences qui définissent, on va dire, notre système informationnel, ce cloud informationnel que tu as, que j'ai, eh Mhm. bien, en fait, toutes ces super consciences que tu as, que je suis et que d'autres ont, eh bien, en fait, cette grosse unité fait, on va dire, et manifeste ce que on pourrait appeler une méga conscience qui est là, justement, plus l'unité divine, le un, etc. Donc, Ouais. finalement, on fait tous partie de la même conscience, toi et moi, de la même unité, si je puis dire, conscientielle. Mais au début, Au au début, bien début, sûr, au mais après, début. on se diversifie dans Ouais. l'expérience. Parce Moi, qu'en fait, là, quand on parle, la New Age, l'âme jumelle et tout ça, c'est peut-être une de ces parties de nous-mêmes, en fait, non? exactement, Ouais. exactement, Mais tout il y à en a fait. plusieurs, il y en a Exactement, un tout à paquet, fait. il n'y en a pas une seule. Peut-être que deux âmes jumelles ou deux flammes jumelles, peu importe, ce Ouais. sont
deux fragments de conscience ou deux fragments d'une même superconscience Super qui sont conscient. l'une et l'autre beaucoup plus, on va À la dire, fréquence, connectées, à la même voilà, beaucoup fréquence. plus connectées à leur cloud, à notre cloud d'information, vois-tu. Hein. Et du coup, il se passe que il y a plus on est proche de notre superconscience, donc de notre moi supérieur, hein, voilà. Ouais. Et plus quelque part, on s'approche de ce qui on pourrait nommer le divin, vois-tu. Mm, Et je pense que l'être humain est à la recherche du divin. Du moins, s'il l'est pas, ça devrait être sa quête première de rechercher ce qu'il y a de plus mm, sacré en lui. Et mm, donc forcément, à partir du moment où tu vas être en plus proche du sacré qui est en toi-même, et que tu rencontres une personne qui est aussi proche du sacré que toi, tu l'es ou tu aspires à l'être, et bien justement, il y a cette étincelle qui se produit, cette connexion. Et peut-être, comme tu l'as dit, finalement, deux flammes jumelles sont finalement deux fragments de conscience qui font partie de la même unité, tout simplement. mm, mhm. Tu vas avoir une version de toi-même féminine, une version de toi-même voilà, exogène, peut-être ailleurs, sur un autre plan de réalité. Mais oui, c'est, pour moi, c'est par rapport à tout ce dont on est parlé, c'est quelque chose qui est vraiment envisageable, ouais. Euh, Justement, autre chose que ça peut peut-être te rapporter par rapport à ta recherche, parce qu'en fait, tu es un chercheur. Euh, Moi, je me suis rendu compte avec l'astrologie, moi, je vois des vies passées que pour moi, maintenant, sont des vies simultanées. Hein. Mhm. Et hum, je vois dans les planètes, je peux voir dans quelle époque, à peu près quel archétype de soigneur ou de chaman ou quelqu'un qui a eu une incarnation importante, entre guillemets, non, de pouvoir. Ça, je peux le voir déjà, hein, parce que j'ai travaillé avec les registres akashiques et Mhm. j'ai mêlé les deux, l'astrologie avec ça. Et j'ai pu trouver quelqu'un si on lui avait coupé le cou dans une autre vie ou simultanée, parce que c'est une Oui, affection. voilà. Oui, Aujourd'hui, il a des problèmes pour parler, c'est un rapport. Hein. Si quelqu'un, on l'a violé, soi-disant dans le temps linéaire, il y a 3 siècles, oui. et comme c'est frais ou c'est simultané, mais maintenant, il a des problèmes avec les rapports sexuels, etc. Donc Mhm. ça, j'arrive à le voir. Mais c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que quand mon père est mort, je me suis rendu compte que sa carte continuait comme s'il était vivant. Donc, Mhm. je voyais les événements que ma sœur, ma mère et moi, nous vivions ici, dans sa carte à lui, comme s'il était vivant. Parce qu'en fait, la roue, c'est comme une photo. Et après, les planètes, ils continuent à rouler, mais la photo, elle reste toujours là. Donc, Mhm. la photo, elle est jamais brûlée, ni Mhm. cassée, ni rien. Et je disais, mais comment c'est possible que mon père, ailleurs où il est, ou je sais pas, dans sa carte, il continue, je vois les mêmes événements que nous, on est en train de vivre Mhm. ici. Il y a des vies qui se déroulent en même temps que les nôtres, où les gens qu'on aime nous ont quittés, et il y a d'autres vies que nous menons où bah, ces gens en fait font toujours partie de notre existence. Il y a très probablement, pardon, une vie parallèle, alternative, où Eva Looney là est encore en contact avec son papa. Son papa est encore a fait des choix de vie qui l'ont, on va dire, ils lui ont permis de toujours, on va dire, être Vivre. encore vivant sur cette Ouais. ligne de temps. Et le fait que tu... Alors, on parle bien sûr en termes d'hypothèses et de suppositions. Oui, oui, non, mais Voilà. Mais le c'est fait que comme ça tu qu'on trouve. sois... Hein. Voilà, mais le fait que tu sois capable de le percevoir, on va dire, d'un point de vue astrologie, tarologie ou même énergétique, prouve qu'il y a une forte reliance de ton papa, son fragment de conscience à la personne que tu es et aux autres personnes que tu es en même temps sur d'autres plans, vois-tu. Donc, Moi, je l'ai vu dans une vie passée, je l'ai déjà vu dans une vie passée ou simultanée, je l'ai vu à peu près un siècle, hein, à peu près un siècle. C'est une hum, très, très récente. hum, Mais moi, c'est ce qui m'a frappé parce que moi, toutes mes études, c'est par rapport à l'astrologie et j'essaye de tout ramener à l'astrologie parce que c'est ce que je comprends le mieux, hein. C'est le langage que je comprends le mieux. Et ça m'a étonnée. Je dis, mais comment c'est possible qu'il sait que ma sœur, elle a ça? Ça se trouve tout là dans sa carte. hum. Exactement comme s'il était encore vivant. Donc, Ouais, je voulais te partager ça parce que ça peut aussi appuyer tout ce que tu es en train de raconter ici. De ces morceaux qui vivent une vie qui a fait des choix différents. oui. Et comment on peut voir ça, qu'on a fait un choix différent? Par une synchronicité?
comment c'est à un moment donné qu'on a sauté dans la conscience? Alors, justement, dans le livre, j'en parle et aussi dans mes conférences, je reviens souvent sur ce sujet qui est l'expérience du chat de Schrödinger. Tu sais, une expérience de la pensée, en fait. Le chat, Alors, je l'ai là. voilà, le chat de Eva Lunella, le chat de Schrödinger. Et l'expérience du chat de Schrödinger, c'est cette expérience qu'a fait Erwin Schrödinger, donc, qui a imaginé, on va dire, une expérience. Et il imaginait, il se disait, bon, mettons que je place un chat dans une boîte et que on va dire qu'il ait une chance sur deux de mourir, donc parce que j'ai mis dedans une bombe, un explosif ou du poison, que ça va le tuer, etc. Eh bien, en fait, tant que cette boîte est fermée, je ne sais pas si le chat il est vivant ou il est mort. Voilà, je sais que le chat il est dans la boîte et qu'il est potentiellement mort ou potentiellement il est encore vivant. Et en fait, Erwin Schrödinger a imaginé dans son expérience que bah, tant qu'il ouvrait pas la boîte, le chat il était en même temps vivant, il était en même temps mort. Et que c'est au moment où on allait ouvrir la boîte et que l'observateur allait constater si le chat était vivant ou pas, et bien en fait que on allait cristalliser une réalité dans notre réalité physique. Donc c'est-à-dire que si le chat on l'ouvre, il est mort, eh bien potentiellement on se dit que le chat, il y a une ligne alternative de temps où le chat est encore vivant. Et inversement. Et puis bah justement, tu sais, il y a eu les études de Serge Haroche qui a reçu le prix Nobel en 2012 pour son expérience qui tendait justement à prouver la véracité de l'expérience du chat de Schrödinger. Et grâce à leur microscope atomique, qui a été, on va dire, l'expérience s'est déroulée à l'université de Jussieu, je crois, en France, sur Paris. Ils ont pu, on va dire, mettre en lumière la réalité de cette expérience. C'est-à-dire qu'ils ont observé des particules qui, on va dire, disparaissaient et qui allaient se Et comme matérialiser sauter. sur d'autres plans, quoi. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est face à un choix, on a l'intuition on se dit, bah tiens, je vais opter pour ce choix-là. Mais en réalité, le choix qu'on n'a pas fait, eh bien, les quantas qui cristallisent la nature de notre réalité vont disparaître et apparaître dans une autre réalité, ou plutôt matérialiser une autre réalité qui va correspondre, elle, au choix que nous n'avons pas fait, tu vois, et inversement. Hmm. Ça veut dire qu'en fait, il y a une version de nous qui a fait le choix que nous on n'a pas fait parce que, justement, euh, cette super conscience, cette divinité, on va dire, si on peut parler comme ça, cette unité, elle a envie de connaître, on va dire, la nature de toute chose et les résultats de n'importe quelle expérience. Donc, c'est comme si ces quantas qui matérialisaient notre réalité, ces particules, étaient programmées, donc comme si c'était des particules divines, étaient programmées pour, on va dire, créer des mondes à chaque fois qui vont correspondre à nos aspirations, si on en a, ou alors qui vont matérialiser un monde qui va à un moment nous attirer, nous donner envie, mais pour lequel on va pas forcément opter. Quelque part, ces particules ont envie de comprendre ce monde pour lequel on n'a pas opté, si je résume ça. Et bah voilà, en fait, je sais pas comment, sur quoi rebondir, mais voilà un peu comment je conçois les choses. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il pourrait y avoir autant de réalités, on va dire, que de choix que nous faisons. Et je le dis souvent en conférence ou quand j'ai des échanges avec des gens, ce qui peut être très troublant, si on se dit que pourquoi pas, c'est possible, et si on accepte, on va dire, cette théorie que la science a fait des réalités alternatives qui se jouent en même temps et Hmm. qui se créent, ça veut dire que toi et moi, aujourd'hui, on pourrait vivre le premier jour de notre vie. Ça veut dire que on pourrait en fait, les souvenirs que nous avons du passé ne pourraient être que des souvenirs, ne pourraient être que de l'information intégrée à notre conscience, mais peut-être que rien de ce que nous pensons avoir vécu hier ne s'est produit. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes la matérialisation d'une nouvelle réalité. Ça, Peut-être que, ça m'a touché beaucoup. ouais. Et je pense que c'est très fort ce que tu es en train de dire, parce que c'est en fait comme ça renouveler continuellement, si on a la capacité de le faire. Il y a des gens qui, je pense qu'ils n'ont pas. Moi, par exemple, je suis une personne qui a changé de maison au moins 35 fois. Donc, je ne peux pas imaginer déjà 35 mois en train de dérouler dans ces 35 maisons et 35 lieux différents. J'ai vécu à Mexico, en France à plusieurs endroits, j'ai vécu en Espagne à plusieurs endroits, et tout ça, c'est en train de faire son chemin, Mhm. sans rapport encore avec moi, mais en plus, tu es en train de me dire que on saute comme des lignes, non, aux fréquences, Mhm. et peut-être moi d'aujourd'hui, je suis pas la même de hier. Oui, peut-être qu'en fait, c'est ton premier jour vraiment en tant qu'être humain. Et ce que tu penses avoir vécu hier est en fait juste une perception de souvenir que tu as. Moi, c'est vrai, si tu me demandes, on va dire, ce que j'ai fait hier, je pourrais te le dire.
Mais comment te prouver ce que j'ai fait hier? En fait, ce ne sont juste que des souvenirs, c'est juste une Mm. empreinte mémorielle. Je veux dire, ce que j'ai fait hier, c'est la même empreinte mémorielle dans mon cerveau que le rêve que j'ai fait avant-hier, tu vois. Et j'ai rien qui me permet aujourd'hui de me qui me prouve que finalement, c'est pas le premier jour que je suis en train de réellement de vivre. Alors bien sûr que j'ai des souvenirs très clairs, des sensations, etc. Mais c'est que de l'information, on va dire, du cerveau. C'est de l'information qui est stockée dans le cerveau. Et Mm. quelque part, c'est difficile à concevoir et de se dire que c'est peut-être le premier jour. On a été en Ça, nu. non, non, c'est très, non, non, moi je te suis parfaitement. Ça, dans le New Age, ils appellent ça walking. Mais qu'une fois, moi j'ai une amie à moi qui dit qu'elle est en walking, que quand elle avait je sais pas quel âge, elle a senti que la personne qu'elle était avant, elle est partie et il y a quelqu'un d'autre qui est rentré et elle a parlé avec ses enfants et tout, et il leur a dit, moi je suis pas la même. Mais je vous aime quand même, je veux partager avec vous. Elle est convaincue, Drumbalo Melchizedek, je pense que tu connais aussi, il dit que c'est un walking aussi, mais toi tu vas encore plus loin, parce que c'est pas une fois. Le changement, il peut se faire continuellement Le presque. changement, il peut se faire aussi souvent que tu vas avoir des choix de vie assez importants. Parce qu'en fait, le choix de vie qu'on va avoir, un choix qu'on va faire à un moment, c'est un peu comme un effet de pierre dans l'eau, ça fait des ondes. Donc si je fais un choix aujourd'hui, il va y avoir des répercussions, pas que sur ma vie, mais sur la vie de tous les gens que je vais être amené à Mm, rencontrer. Et donc ça va changer aussi leur mm, ligne de temps narrative, leur ligne de mm, vie narrative. Donc ça, en fait, si tu réfléchis bien, c'est difficile à concevoir nous en tant qu'être humain, parce que ça voudrait dire qu'il y a des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, etc., avec une infinité de zéros mm. de vies qui sont en train de se créer et s'éteindre en même temps qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire? Moi je crois C'est très bien. hallucinant et on a du mal à le concevoir. Aujourd'hui, tu vois, je te donne un exemple, un exemple simple. Il y a Google qui a créé des puces quantiques. C'est des puces qui sont capables de faire des calculs très complexes que normalement il faudrait, enfin, des calculs qui prendraient normalement des millions d'années avec nos ordinateurs actuels, maintenant arrivent à être faits en quelques heures à peine. Donc, ça te donne une idée, on va dire, de l'avancée technologique que nous sommes en train de faire. Et ça m'amène à me dire que peut-être la réalité, ou ce que nous définissons comme étant la réalité dans laquelle nous vivons, en fait, s'apparente à finalement des simulations. C'est-à-dire que nous allons faire un choix qui va amener à une succession d'événements, de scénarios, Comme mais d'un dans un côté, il jeu. y a d'autres scénarios qui vont se faire par rapport à ces autres choix, ces non-choix. Mm. Et donc, en fait, c'est comme si il y avait à chaque fois une simulation pour simuler ce qu'on va faire ou ce qu'on va vivre. Et ça, c'est assez troublant parce que il y a beaucoup de, comme j'en parle dans mon livre, il y a beaucoup de milliards de dollars qui sont investis chaque année dans la recherche en lien avec la nature de notre réalité. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens très haut placés, des chercheurs qui semblent savoir des choses que nous ne savons pas et qui étudient justement cette nature de réalité et qui pensent que justement notre vie serait une simulation. C'est-à-dire qu'il y aurait autant de simulations et ça pourrait expliquer aussi cette façon qu'auraient des mondes à se créer. Parce qu'on se dit, mais comment un monde peut se créer comme ça en un jour et une nuit? Comment un univers peut émerger d'un choix qu'on va faire? C'est insensé, mais en fait, non, c'est tellement insensé, ça nous dépasse qu'on ne peut pas y croire, on ne peut pas y accorder de crédibilité. Mais si tu pars du moment qu'en fait, il faut voir cette réalité dans laquelle on vit comme une simulation, alors je ne te dis pas que c'est un programme informatique comme dans Matrix, je te dis simplement que nous pourrions être le fruit d'une simulation à un niveau quantique et que les ingénieurs qui contrôlent cette simulation, on peut même pas parler on va dire d'un niveau de technologie, ça dépasse tout ce qu'on peut penser, ça dépasse notre entendement. Et je pense que notre cerveau n'est même pas capable de mesurer, on va dire, le degré de cette simulation et enfin, la connaissance que pourraient avoir ces ingénieurs. Mais on pourrait très bien être finalement dans une simulation de même que les programmes informatiques que nous créons des simulations, nous créons des jeux vidéo. Tu sais, aujourd'hui, il y a des jeux vidéo Mhm. qui sont très connus. Ah ouais, ouais, avec Et les lunettes. chaque joueur dans ce jeu vidéo chaque personnage a une intelligence artificielle que le programmeur lui a donnée et accomplit une tâche qui est spécifique et répond donc aux besoins du programme. Et donc, finalement, tu te dis, si nous arrivons à créer des simulations et des mondes, des mondes complexes, digitaux, numérisés, qui nous dit que les personnages que nous avons créés dans ces univers de jeux vidéo, qui nous dit que ces personnages, quand on éteint
on switch off, tu vois, on turn off, pardon, qui nous dit que ces personnages n'ont pas cette conscience de dire où suis-je, qui suis-je, peut-être ils forment, on va dire, ils éprouvent une forme de conscience artificielle quelque part. C'est quelque chose qu'on devrait s'imaginer. Peut-être que nous sommes nous-mêmes des consciences artificielles dans une simulation, et peut-être que ces personnages que nous créons dans des fictions, de vidéos, etc., peut-être que eux-mêmes prennent conscience de leur essayent de se poser des questions sur leur véritable nature. Peut-être qu'ils ont eux-mêmes une conscience, on le sait pas. Ça me rappelle un peu le film Tron, tu sais, Tron, de Disney, le Tron, où ils sont dans un Non, j'ai programme pas vu. informatique. Ouais. C'est Non. intéressant, tu devrais le voir, ce film, parce qu'il est aux fondations finalement de tous les films à grand succès comme Matrix, etc., qui sont sur les mêmes lignes, on va dire, narrative. Tron, c'est le film de Disney, donc c'est un créateur qui crée un jeu vidéo, et en fait, il va trouver le moyen de rentrer dans son jeu vidéo. Il va se rendre compte que les personnages de son jeu vidéo, les programmes de son jeu vidéo sont vivants, et se pose la question justement de savoir qui ils sont en fait. Tu vois, il y a une volonté de rencontrer Dieu le créateur, et en fait, l'être humain rentre dans son jeu et il est lui-même le Dieu, le créateur de ce jeu, quoi. Bah, c'est un peu complexe, mais voilà. On pourrait aller loin dans ce genre de supposition, mais peut-être que Et, c'est une simulation. je regarderai alors si c'est intéressant comme ça. Hum, Comme tu communiques avec, tu dis, tu as cette intuition et tu perçois c'est d'autres côtés de sa super conscience que tu es en réalité à l'origine. Tu fais comment pour, t'as vu d'autres vies ou du futur ou du passé ou simplement ça vient par des intuitions. Ça vient par des intuitions, et ça vient à des périodes en fait. C'est-à-dire que si euh, je développe une réflexion particulière sur un sujet spécifique en lien avec l'univers, la vie, l'existence, si je me pose une question vraiment importante existentielle, eh bien en fait je vais avoir des perceptions, des ressentis, des images et des visions qui vont me venir dans les jours qui viennent. Tu vois, c'est pas instantané, hein. Mais il faut que les questions que je me pose, euh, ce ne soit pas juste des questions, mais ce soit une envie profonde de comprendre, en fait. Tu vois, c'est comme si j'avais besoin de me connecter pour comprendre quelque chose. Et à partir du moment où je fais, on va dire, involontairement et inconsciemment cette démarche, eh bien, c'est là, en fait, que, il m'arrive on va dire, comme je t'ai dit, d'avoir ces sensations, ces ressentis, ces visions parfois. Attention, je dis pas que ce que je ressens ou ce que je vois ou ce que j'ai écrit dans mon bouquin est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. une chose que je perçois, et c'est une chose que je propose à la réflexion. Mais ce n'est pas quelque chose qui tend à répondre aux questions de l'univers. Voilà, c'est juste que voilà, c'est des ressentis très puissants, mais étant donné que beaucoup de ces ressentis que j'ai vécus dans ma vie ont été après, ont manifesté une certaine forme de véracité, se sont vus être crédités, je me dis qu'il faut accorder de l'importance aux intuitions que nous pouvons avoir, parce que peut-être recèlent-elles de certaines, on va dire, révélations, peut-être, qui sait? Oui. Il y a un côté là, à la fin du livre que j'ai beaucoup aimé aussi, l'expérience, je crois que c'est un ami qui a eu une voyance, non, qui allait arriver une catastrophe sur le Côte d'Azur de la France. Tu peux Oui, c'est ça. raconter un peu ça, cette histoire? Ouais. Euh, L'importance de comment parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de chaînes en YouTube qui parlent de l'apocalypse, de le météorite Mhm. qui va Mhm. tomber en 2027, des Mhm. Nibiru en Bien 2029. sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est plein, plein. Toutes les Alors, catholiques qui sont avec l'apocalypse. toutes ces prédictions Ouais. sont en train de se produire. Il y a énormément de réalités alternatives où il y a des apocalypses, il y a énormément de futurs qui vont arriver où il y a des destructions, des chaos, etc. Mais il y a aussi des futurs où les guerres ne se produisent pas. Il y a des futurs où les chaos ne se produisent pas et où les prédictions ne se déroulent pas. Et j'en ai eu la preuve avec cet ami, puisqu'il avait perçu donc, il avait eu une expérience dite extraordinaire où il a survolé les côtes de la France dans le sud, et il a vu des incendies ravager Un astral. la côte. Un Oui, astral. exactement, tout à fait. Il a vu des incendies ravager les côtes, il a vu les côtes submergées par l'eau, etc. Et on va dire, c'était pas vraiment une expérience de l'astral, c'était vraiment. Alors, bon, moi, j'ai Voyance. jamais fait ce genre Voyance. d'expérience. J'ai jamais fait de ce genre d'expérience, donc je peux pas la définir. Lui-même en parlerait mieux que moi. Mais pour lui, c'était vraiment une expérience réelle en fait, hein. C'était réel. Pour lui, c'était réel Déjà, parce que comme un déjà vu, quelque chose comme ça.
pas un déjà vu, mais c'était pas un rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment quelque chose. Il était en train de vivre vraiment quelque chose, en fait. Sa conscience était en train de vivre et d'expérimenter quelque chose. Ok. Et il avait un guide qui l'accompagnait, ou plutôt, alors quand je dis un guide, je parle d'une sorte d'être, d'entité qui l'accompagnait, qui lui montrait ce qui allait se passer et qui lui avait donné la date de cette destruction qui normalement était 2023, si je dis pas de bêtises. 9 août 22. 9 août 2022, voilà, durant la Saint-Amour et la fête de la Saint-Amour. Et alors, Saint-Amour, c'est un peu paradoxal. Ça Et t'arrange, on va tout détruire. voilà, et il était persuadé que ça allait se produire. Et il se trouve qu'il a rencontré des gens autour de lui, des personnes avec certaines capacités, certains dons, certaines perceptions qui avaient reçu cette information aussi du 9 août 2022. Et beaucoup de gens l'avaient reçu. Alors, dans son entourage, il a pu me citer 4-5 personnes, mais j'ose imaginer qu'il y a peut-être eu beaucoup de monde en France ou ailleurs dans le monde qui ont reçu aussi cette information. Et moi, si tu veux, j'avais déjà intégré cette notion de, comme je t'ai expliqué l'expérience du chat de Schrödinger, on crée la réalité qu'on choisit de créer en fait. Mm. À partir du moment où tu dis, eh ben écoute, cette réalité, ce n'est pas la mienne. Moi, ma réalité, c'est que demain, le monde que tu me décris ne va pas se produire. Parce qu'en fait, étant donné qu'il y a énormément de réalités qui se produisent et de potentiels scénarios qui sont en train d'arriver, on a la capacité de sauter d'une réalité à l'autre. C'est-à-dire que il va s'opérer ce que j'appelle une projection de conscience. C'est-à-dire que ta conscience, à partir du moment où toi, tu es décidé du monde dans lequel tu veux vivre, elle va quitter simplement, on va dire, c'est comme si elle allait passer par ta super conscience pour arriver dans un autre monde, un futur alternatif, Mm. où tu vas te réveiller le matin où tout sera pareil, sauf que le futur de cette nouvelle réalité, il sera différent de celui que tu as quitté. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc tu vas arriver dans une réalité où la guerre ne se produira pas. Et j'ai eu l'occasion, je ne vais pas en parler ce soir parce que ce serait trop long, j'ai eu l'occasion de faire au moins une fois, de manière consciente, une projection de conscience, un saut de conscience, où il allait m'arriver quelque chose d'extrêmement dramatique. J'ai été prévenu, je savais que ça allait se produire. Et cette chose allait avoir une répercussion dans ma vie, dans mon existence et allait tout chambouler. C'est-à-dire que tout ce que je faisais allait s'en retrouver chamboulé et j'allais être vraiment dans la merde. Pardon l'expression, mais ça allait Non, se c'est bon. voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit qu'il était hors de question que ça se produise comme ça. J'avais décidé, je sais pas pourquoi, mais je sentais à ce moment-là que j'avais le choix de refuser cette réalité qui commençait à s'amorcer devant moi. Et Mm. pourtant, tout était là. Tous les lumières étaient au rouge, Ouais. tout allait arriver et je sentais que ça allait être une catastrophe pour moi dans ma vie. Et je me suis dit non, ça ne se passera pas comme ça parce que j'avais conscience que je pouvais changer ça. Pas changer le monde dans lequel j'y vais, mais plutôt changer de monde pour aller dans un Mhm. monde qui correspondait à ce que j'avais envie finalement. Et finalement, c'est incroyable que tout ce qui allait se produire ne s'est pas produit. C'est comme si, par exemple, tu sais, c'est comme si tu voyais un raz-de-marée devant toi qui arrive, c'est une vague énorme, et que d'un coup, en fait, tu fermais les yeux en disant non, c'est pas possible, ça va s'arrêter, ou alors, en fait, c'est comme si tu refaisais d'y croire. Et que d'un coup, tu ouvrais les yeux et que la plage était calme et qu'il n'y avait plus de vagues. Ben, en fait, ce que j'ai vécu, c'était exactement ce genre d'expérience. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est. J'ai mis 2 jours à m'en remettre. Et j'ai appelé des amis à moi qui connaissent le sujet et qui connaissent ces sujets avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Et je leur ai expliqué cette chose extraordinaire qui s'était produite pour moi. Et je leur ai dit, mais en fait, on peut faire tout ce qu'on veut finalement. On a vraiment le choix de choisir le futur qu'on veut. L'histoire, c'est que quand tu changes et tu sautes à une autre réalité, les gens qui étaient avec toi dans la réalité Et d'avant, reste là-bas. oui, mais alors tu restes tout seul. Non, parce que tu Ou as une... alors ils Non, sautent avec toi avec le même non, niveau non, non, de non, non, conscience que tu as. non. En fait, il y a tous les scénarios possibles et imaginables existent déjà. Mm. Imagine de prendre une grande grille avec plein de petits trous dedans, plein de petits trous d'aiguille. Mm. Chaque petit trou d'aiguille, c'est un scénario différent, c'est une réalité différente. Chacune de ces petits trous dans cette grille Mm. est une projection, on va dire, d'une matrice originelle. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà des gens que tu connais qui vivent dans cette nouvelle matrice. Il y a des gens, il y a déjà des personnes dont la conscience est intégrée à cette réalité. T'es pas tout seul. Mm. Simplement, tu ne fais que les rejoindre. Tu ne fais que rejoindre une réalité où les gens, leurs fragments de conscience, qui ne sont pas les mêmes que ceux que tu as quittés, bien sûr, mais qui correspondent, on va dire, qui vont aller dans ton sens, qui vont aller dans cette volonté aussi de ce monde que tu choisis et que tu as choisi de ne pas vivre, enfin que tu as choisi de vivre justement, tu vois. Et en fait, Et ce les sont les gens, mêmes par personnes, mais exemple, sans être les mêmes personnes. ah voilà, c'est ça. Voilà. Si c'est ta mère et tu Oui, sautes de réalité, mais c'est ta mère avec un autre niveau de conscience.
C'est exactement ça. Voilà. C'est ta maman, mais avec, on va dire, c'est toujours là. Ouais, L'unité de conscience, la superconscience, ouais. c'est la même, mais ta maman, le Mhm. fragment de cette superconscience qui l'habite n'est Il pas a le de même. cette fréquence. Ouais. Il est pas pareil. Exactement. Sa fréquence correspond à la fréquence du monde dans lequel tu as sauté et qui correspond à toi, ton monde. Ouais. Ouais, ça, Si tu ça, c'est aspires génial comme ça. si t'aspires à des choses négatives et basses, eh Mhm. bien, en fait, la fréquence que tu as va correspondre à la signature du monde dans lequel tu es. Et à partir du moment où tu fais ces fameux bonds, ces fameux sauts, ça veut dire qu'en fait, tu dois réaligner cette fréquence avec la fréquence du monde dans lequel tu es. Ou du moins, le nouveau monde dans lequel tu vas. Mhm. Il Mhm. faut que ça soit en accord. Tu vois, si tu t'élèves, eh bien, tu vas te rendre compte qu'autour de toi, les gens vont aussi s'élever ou que les choses sont meilleures, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un peu, si tu veux, le raccourci, c'est comme si on disait, euh, le fait d'aspirer à des choses positives fait que tu attires le positif. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas tout à fait faux, justement. C'est plutôt vrai. Le fait d'aspirer à des choses positives, c'est pas que tu aspires le positif, c'est-à-dire que tu vas dans ces mondes plus positifs qui Mhm. correspondent, tu vois. Donc oui, tu les attires, mais c'est plutôt toi qui es propulsé dans ces mondes-là. Qu'est-ce Voilà, qu'on c'est comme ça que je alors pense. le 2020, le 2020, qu'est-ce qu'on a fait? On a sauté où? Le camp, je sais pas, le Le 2000, 2020, qu'est-ce qu'on a fait? On a sauté où alors? je sais pas qu'est-ce qui Avec s'est la passé. pandémie? Ah, la pandémie. Qu'est-ce Ben, qu'on en on fait, a sauté où alors là? alors, après, je pense qu'il y a quand même des choses qui se produisent dans énormément de réalités. Tu peux pas avoir, c'est pas, on n'est pas dans des réalités qui sont totalement différentes dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que tu as des ici et maintenant qui sont similaires, les ici et maintenant sont similaires, mais par contre, les choix qu'on fait donnent des scénarios futurs différents. La pandémie, ça a été, on va dire, un grand bouleversement et un grand virage dans l'existence de l'humanité, parce que c'est ce qui a permis à des gens de faire des choix très importants. C'est ce qui a permis aussi à des gens de s'éveiller. C'est-à-dire que la pandémie, il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Mhm. La pandémie, il faut voir ça comme quelque chose de transitoire et comme d'ascensionnel ou transcendant. C'est-à-dire que soit tu la subissais et tu plongeais et tu te noyais, on va dire, dans les états d'âme et la peur générale, ou soit à l'effet inverse, ça te poussait on va dire, à aller voir la vraie nature en toi, à aller reconsulter tes choix de vie, parce que c'est ça aussi qui s'est passé, c'est que ça a Mhm. permis à des gens une introspection qui leur a permis de se recentrer sur des choix de vie qu'ils ignoraient ou qu'ils ne voulaient pas faire, etc. Ça a été une sorte de déclencheur, en fait. Il n'y a pas vraiment de choses négatives, il n'y a pas vraiment d'expériences négatives. On le dit encore, et j'en parle dans l'ouvrage. Chaque événement que nous vivons, chaque expérience que nous vivons a un enseignement spécifique. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il y a toujours un enseignement. Donc de toute façon, quelque part, ce qui nous a semblé être négatif, ça a été pour beaucoup de gens, ça a été salutaire. Il y a beaucoup de gens qui, grâce à la pandémie, ont changé de vie et se sont vraiment trouvés. Ce sont des gens qui ont repris possession de leur existence. Ce sont des gens qui ont décidé de s'écouter, de s'accorder pour la première fois dans leur vie de la créativité, parce qu'ils avaient à ce moment-là, dans ce temps qui leur était donné, la possibilité enfin de créer, de se réapproprier leur environnement créatif, leur vie tout simplement, parce que vivre et faire des choix de vie, c'est ça, être créatif aussi, tu vois. Être créatif, c'est pas juste peindre, faire de la musique. Être créatif, c'est accepter de s'imaginer aussi, de s'imaginer concevoir une nouvelle vie, une nouvelle existence et de la faire, cette vie, de manière différente, de la vivre différemment. Donc voilà, la manière dont nous vivons nos vies fait bien que nous sommes créatifs, selon la façon dont nous les abordons. Donc quelque part, ça n'a pas été très mauvais la pandémie, au contraire. Et puis si tu regardes bien, ça a permis à beaucoup de gens de se réveiller sur plein de sujets. Et ce qui pourrait être négatif a été finalement une bonne chose. Ça n'a pas été plus mal. Et puis si tu regardes aussi pour la planète, pour l'environnement, cette période de pandémie a été aussi quand même très positive pour la planète, puisqu'on a eu quand même beaucoup moins d'activités Mhm. industrielles, beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de Les serre, etc. animaux, ils se baladaient Exactement. Donc, partout. il y a eu, pendant un moment, la planète Terre, elle a pris un jour de congé, si je puis dire. Sur l'histoire de l'humanité, enfin, non, sur l'histoire de la vie de la planète Terre, parce que la planète Terre est âgée de plusieurs milliards d'années, hein, si je ne dis pas de bêtises, au Mhm. millions d'années, je ne sais plus exactement, eh bien, tu te dis que pour une fois, la planète non, c'est pas arrêtée de tourner, mais qu'on va dire les habitants de cette planète qui lui mènent un peu la vie dure ont pris un jour de congé tous, tu vois. Alors, cette pandémie sur l'histoire de l'humanité, ça a été un petit claquement, un petit clignement d'œil, tu vois, dans l'âge de l'univers et de la planète, ça a été un clignement de l'œil, mais ça a été hyper important parce que ça a été un moment de repos pour finalement l'environnement, pour la planète et puis pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui avaient un train de vie qui était quand même très difficile, il y a des gens qui étaient au bord du burn-out, donc autant
Certains, la pandémie ne les a pas aidés émotionnellement et nerveusement et psychologiquement. Autant pour certains autres, ça a été un moment, tu vois, une sorte de d'arrêt forcé. On met tout en pause, tout Mhm. s'arrête. Tu vois. Et là, On se questionne. silence, silence. Et c'est Ouais. parce qu'à un moment on se retrouve seul et qu'on est dans le silence, et bien en fait qu'on peut écouter sa voix intérieure. L'intuition, elle se manifeste justement quand on fait le silence en nous. Si tu es toujours Mhm. pris dans un rythme de vie Ah, important, une etc., chose et une tu n'entends autre. pas la petite voix te parler parfois, tu sais. Je suis en train de chercher ici, tu as beaucoup de dessins. C'est très bien parce que des fois, c'est un petit peu complexe de percevoir. Et tu penses pas que ça soit là, tu dis après la méga conscience, non? Oui. Justement, la pandémie, ça serait pas comme un plan qui n'a rien à voir avec quelque chose d'individuel, sinon collectif. Ça, je me suis pas posé la question en vérité. Tu veux dire, est-ce que quelque part la pandémie, ça serait pas une sorte de volonté Euh, inconsciente de l'humanité de changer les choses ou de se n- mettre non, 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 tu as un graphique ici. Ouais. Des ronds. Il y a l'individu, après subconscient, conscient, Ouais. Super et tu conscience, as la superconscience la méga conscience et après. la méga-conscience. Voilà. Ça serait pas un plan de la méga-conscience, justement? Alors ça, je peux pas te le dire, j'en sais rien. Moi, Je je me suis laisse là l'interrogation. Il y a des choses qu'on peut nous changer individuellement, mais il y a comme quelque chose de plus général, comme c'était la pandémie, parce que là, c'était Hmm. pour tout le monde, Hmm. qui a un rapport avec une méga conscience qui a un programme dans la Bah, méga écoute, conscience. si j'essaye d'être un peu plus terre à terre Hmm. et qu'on revient sur l'épisode de la pandémie, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, alors on le sait maintenant, ça a été prouvé, le virus du Covid était quelque chose qui était sorti d'un laboratoire. Hein, ça, on le sait. Les gens qui ont pensé une chauve-souris avait copulé avec un pangolin, on se demande qui sont les complotistes. C'est plus crédible de se dire qu'un virus a On se demande été. qui c'est les pangolins. Voilà, c'est plus crédible de se dire qu'un virus est sorti d'un laboratoire, volontairement ou involontairement, peu importe, plutôt qu'une chauve-souris s'est retrouvée encastrée dans un pangolin et a donné, on va dire, a engendré un monstre bactériologique. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ce que je veux dire, c'est que si on est plus terre à terre, il y a eu, on va dire, une fuite de ce virus, volontaire ou pas, j'en sais rien. Et ça, c'est l'œuvre d'une personne ou d'un groupe de personnes, tu vois. Et je pense que à l'origine, je pense que c'était, on va dire, ce virus, si tu te souviens bien, la pandémie du Covid-19 est arrivée juste après cette révolution des Gilets jaunes, dont j'ai moi-même pris part pendant Hmm. 2-3 ans. Mais c'est pas que en France. Ça veut dire qu'en fait, l'épidémie Gilets jaunes, l'épidémie jaune, entre guillemets, est née en France, mais a commencé à avoir énormément d'influence sur les pays de l'Europe et dans le monde entier. On avait des gens à Taïwan et en Chine qui mettaient des gilets jaunes. Au Liban, on a eu la révolte. Il y a eu on va dire des manifestations dans les rues au Liban. On nous le montrait pas sur les médias mainstream. Mais en Hmm. fait, le monde entier avait enfilé un gilet jaune. Dans tous les pays, Mhm. il y avait des injustices sociales, etc. Il y avait du jaune de plus en plus présent dans la rue. Et ça a commencé à inquiéter, je pense, les gouvernements et les puissants. Et Se couper les ailes. voilà, et il y a une hypothèse, une idée qui explique, enfin, ou qui soulève le fait que, eh bien, cette pandémie aurait été volontairement provoquée pour ramener tout le monde à la maison et à un moment mettre les gens un petit peu en pause et justement pour les rendre un peu plus La captifs et peur. réapproprier, on va dire, le système qu'ils étaient en train, on va dire, de bousculer, tu vois. Hmm. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, peu importe la nature de l'action, il va y avoir une répercussion. Et dans une action extrêmement mauvaise, ça va, on va dire, réveiller des choses, on va dire, positives chez les gens. Il va y avoir un effet d'action et réaction, tu vois. Hmm. Ah, il y a du bon dans tout, quelque part. Donc, est-ce que cette pandémie est une manifestation, on va dire, de cette méga conscience? Donc, Hmm. vu qu'on Ouais, pour un éveil collectif, ouais. c'est possible, pourquoi pas, peut-être. Oui, ça pourrait être. Encore une fois, je veux dire, je suis mal placé pour dire ce qui est vrai ou pas et j'ai pas la réponse non plus. Donc, Non, on est en train de réfléchir tous les deux, hein, ouais, parce que de voilà, toute ouais. manière,
c'est par rapport au vécu. On n'est pas physicien. C'est des choses que je me questionne par Bah, en rapport. fait, tu sais, si par exemple, on avait eu une apparition d'une maladie complètement inconnue, qui ne soit pas un Covid, mais un virus vraiment, pour le coup, hein, qui vienne non pas d'un laboratoire, mais Un vraiment, extraterrestre. qui vienne vraiment d'un pays, je sais pas, par exemple, tu sais, avec le réchauffement climatique. On a, on va dire, une fonte des calottes glaciaires, etc. Et on sait qu'il y a quand même, les calottes glaciaires sont un peu l'enregistrement de la vie terrestre. Il y a peut-être des bactéries, des virus, on va dire, qui existaient il y a des millions d'années, qui sont emprisonnés à des températures extrêmement basses. Et on peut s'imaginer que s'il y a un réchauffement climatique, on pourrait avoir l'émergence d'un virus totalement inconnu, un virus qui aurait pu, on va dire, vivre, enfin pas vivre, mais exister à l'époque, reculé, je sais pas, des dinosaures par exemple, tu vois. C'est partons dans ce principe-là. Donc si on avait affaire à un virus vraiment qui remonte à la nuit des temps, j'aurais presque envie de penser ou de croire à une forme de manifestation de la conscience de la planète Terre, de Gaïa, comme certains l'appellent, qui essayant de réagir à ces sortes de petites puces qui lui grattent le dos que sont les êtres humains, tu vois, qui forcent son pétrole, qui polluent, etc. Un peu, qui sont un peu comme un cancer pour elle. Peut-être que ça aurait été une sorte de moyen de réagir, peut-être. Tu vois, si on peut imaginer qu'il y a une intelligence Mm, planétaire, ce qui est d'ailleurs une hypothèse qui a été beaucoup évoquée par certains théosophes. Donc ça aurait pu être ça. Mais là, vu qu'on parle d'un virus fabriqué en laboratoire qui existait déjà dans les labos de Wuhan en Chine, etc., j'ai du mal à me dire que ça serait une sorte de sursaut, soubresaut de la méga conscience pour nous pousser à nous éveiller. Mais n'importe comment, le résultat, il est là. Il y a une forme d'éveil qui s'est produit, ça c'est sûr. mhm. Bon, il y a quelque chose là aussi dans ton livre très intéressant, ou peut-être tu veux me parler, toi, de quelque part du livre que tu sens que c'est plus important, qu'on n'a pas touché aujourd'hui. C'est impossible, hein, parce qu'il y a beaucoup de Il y contenu. a, il y a, il y Il a, faut il y a beaucoup de sujets retrouver. parce que le Ouais, il livre y a beaucoup parle. de sujets, mais je ne sais Il y a- pas quelque chose de le livre parle de particulier. l'effet Mandela, donc Ouais. bien sûr qui serait, de mon point de vue, une résultante, une conséquente de ces fameux sauts de conscience, c'est-à-dire qu'on arriverait dans des réalités, étant donné que chaque réalité, on va dire, est la copie d'une autre réalité, eh bien, il y a parfois des bugs et la copie ne se fait pas très bien et il peut y avoir justement des sortes de petites différences, des anomalies. Donc c'est vrai Ah, qu'on parle de l'effet Mandela. Et moi, j'ai vécu ces effets Mandela, donc j'ai conscience, j'ai des souvenirs que les gens qui partagent ma vie actuellement, ma famille n'ont pas, mes amis n'ont pas, et moi, j'ai inversement, ils ont des souvenirs de choses qu'on a normalement vécues ensemble. Moi, j'ai pas souvenir. Donc voilà, donc c'est vrai que le livre revient aussi sur ça. On parle de synchronicité, on parle de résonance événementielle. Donc la résonance événementielle, qui est d'ailleurs le titre du livre, le titre, ouais. Superconscience et résonance événementielle. La résonance événementielle, en fait, finalement, c'est, comme j'explique dans le livre, c'est qu'à partir du moment où tu prends conscience que tout arrive en même temps et qu'il y a plein d'autres versions de toi qui vivent d'autres vies, donc tes doubles miroirs, ben, en fait, à partir du moment où toi, comme ces doubles miroirs, en prennent conscience, prenez conscience que vous existez tous, chacun sur votre plan de réalité, et bien en fait, on crée des liens avec eux et quelque part, on pourrait presque être capable d'échanger de l'information sur les vies respectives qu'on a. Mm. Donc ça veut dire que ce qu'on vit dans le futur, c'est déjà produit et ça veut dire qu'on peut recevoir de l'information de ce qui s'est produit pour éviter de faire des erreurs ou peut-être pour éviter de faire des choix qui vont pas forcément être très pertinents. Et donc, ces phénomènes de synchronicité ou de prédiction, de ressenti, de vision, de voir ce qui va arriver, en fait, ces sortes de visions fulgurantes qu'on peut ressentir, donc, seraient ce que j'appelle des résonances événementielles qui viennent d'ailleurs et maintenant, et que tu reçois en subconscience, que tu vas mentaliser et dire non, ça, je veux pas que ça se passe, et tu évites l'accident au dernier moment, ou alors tu évites de faire quelque chose qui aurait eu une répercussion, on va dire, négative, ou on va dire pas positive. Et du coup, voilà, donc c'est ce phénomène de résonance événementielle dont je parle dans le livre et j'explique un peu vraiment comment ça se passe. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est complexe et il y a beaucoup de schémas dans le livre pour essayer de matérialiser, de donner corps à ces perceptions et ces idées, ces hypothèses que je mets en avant. Ouais. Tes Voilà, prochains projets, à part Exitus, c'est le 29 juin. Quel jour? 2 jours, je crois. 28 et 29 juin 2025. 28 et 29 Le nom juin. derrière. Tu Voilà. invites quelqu'un qui vient des États-Unis. Alors, il y a Whitley Strieber qui vient. Whitley Strieber qui est, on va dire, multi-best-seller, qui a vendu des millions de livres à travers le monde. Justement, c'est un expérienceur qui a fait
qui a eu des rencontres rapprochées avec ce qu'il appelle des visiteurs, donc des extraterrestres, hein, des exogènes. Donc c'est un monsieur qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui n'était pas du tout, on va dire, à la base intéressé par ces sujets, mais qui, par la force des choses, a été obligé de Ah, s'investir et d'écrire sur ces sujets. C'est une personne qui est toujours aujourd'hui visitée par des entités exogènes, hein. Il ah oui. continue de le suivre. Oui, oui, oui. Et on ne parle pas forcément que d'entités ou d'expériences dites astrales ou subtiles, mais vraiment dans la matière, dans son environnement physique. C'est Mhm. presque devenu une habitude pour lui de. Mais c'est plusieurs races ou une particulière? C'est une race en particulier qui le suit depuis de nombreuses années, ouais. Mais après, on peut pas parler d'une race, faut parler d'un groupe en fait. C'est un groupe de, on va dire, d'êtres exogènes. Mais en fait, dans ce groupe d'exogènes, il y a, alors, de ce que je sais, il y en a minimum quatre races qu'il a identifiées, qu'il connaît, qu'il a l'habitude de voir, etc. Mais après, je sais pas si aujourd'hui, il y en a peut-être des nouvelles ou pas. Mais ça, c'est pas une question que j'oserais lui poser, parce que c'est un peu Mm. des questions un peu, c'est pas des questions intéressantes ni pertinentes pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, oui, parce qu'on a besoin d'avoir des éléments pour se faire des Mhm. images dans la tête, visionner les choses, mais c'est pas vraiment le plus intéressant. Et donc, Whitley Strieber a écrit le fameux livre Communion en 87, qui a été adapté d'ailleurs au cinéma en 89, au cinéma dans un film interprété par Christopher Walken, qui était d'ailleurs Mm. le protagoniste du film, et qui a interprété le rôle de Whitley Strieber. Donc, oui, Christopher Walken a interprété le rôle de Whitley Strieber. Et donc, c'est un film sur ce que Whitley Strieber a vécu, ses expériences exogènes, etc. Et donc, il y a eu d'autres films hein, qui ont été portés à l'écran suite à ces livres. Le plus connu, c'est le film Le jour d'après, que tu connais peut-être. Oui, Voilà, The Day oui. After Mm. Tomorrow, ceux qui ont fait Stargate, qui ont fait ce Mm. film-là juste après. D'ailleurs, c'était leur film qui est venu juste après. Donc, pareil, Le jour d'après, c'est une adaptation d'un livre que Whitley Strieber a coécrit Ah, avec un autre auteur. Donc voilà, donc on va dire, il y a beaucoup de ces ouvrages qui ont été adaptés au cinéma, donc dans vraiment des grosses productions parfois. Et donc, Whitley Strieber sera en France à Carcassonne les 28 et 29 juin pour présenter son dernier livre qui s'appelle The Fourth Mind, le quatrième esprit, où justement il revient sur la nature des êtres exogènes qu'il a côtoyés et il explique quelles sont leurs caractéristiques physiques, leur ah là oui. musculature, leurs yeux, comment ils fonctionnent, etc. Il explique aussi quelles sont leurs capacités, leurs technologies, comment ils passent à travers les murs, etc. Donc voilà, donc c'est un peu, on va dire, la conclusion on va dire, de C'est plusieurs toute une vie en décennies de fait. travail, Ouais. d'observation et d'échanges et de contact avec eux. Et d'ailleurs, le dernier livre a été écrit, mais il l'a pas écrit tout seul. Selon lui, de ce qu'il dit, il a été les êtres exogènes étaient souvent là quand il écrivait. Alors pas Ouais. quand il écrivait, mais c'est lui, on va dire, c'est eux qui supervisaient un peu la nature des Ouais. informations qui donnaient dans le livre. Voilà. Ouais. Ah, Et très je intéressant. je fais confiance à Whitley Strieber parce que c'est pas quand tu l'écoutes parler, que tu le regardes, c'est un homme qui est quand même âgé. Il a rien à prouver parce il a eu une vie, on va dire, enrichissante. Euh, En tant qu'auteur, il a réussi, il a tout réussi, il a tout réussi de sa vie. Je veux dire, tous Mm. ses romans, parce qu'il a écrit des romans au début, ses romans ont été adaptés au cinéma, etc. C'est pas une personne qui a besoin, on va dire, d'argent pour vivre, hein. Mm. En 80, dans les années 80, au bout de trois films qui venaient de sortir, il était déjà, on va dire, financièrement, il n'avait pas Bien. besoin de plus que ça, mais c'est une personne qui a, on va dire, quelque chose à faire pour l'humanité. Il en est conscient, il sait qu'il a un rôle à jouer et il sait que c'est pour ça que les visiteurs sont venus le voir et l'accompagnent toujours aujourd'hui. C'est justement parce que ces visiteurs ont un plan pour l'humanité et que Whitley Strieber est quelque part fait partie des instruments de musique, de l'orchestre, de la symphonie que ces visiteurs, on va dire, veulent pour l'humanité. Et ça, il en est conscient, Whitley Strieber. Et donc, il y aura d'autres personnes qui vont venir sur ce congrès. Il y aura, bah alors, c'est plus des intervenants dans le milieu de l'ufologie et de la recherche en France, plutôt qu'international. Donc, je Mm. vais te citer quelques noms comme Nicolas Dumont, qui est psychologue clinicien. Il va y avoir le MUFON France. Le MUFON, bon, on connaît Je tous le connais, ouais. MUFON, voilà. Mm. Donc, la cellule France sera ici avec nous. Il y aura d'autres personnes, mais je sais pas si ça va pas servir, ça sert à rien de les citer. Peut-être que ton public ne les connaît pas parce que c'est pas des émissions Non, en mais ça espagnol. fait rien, mais on peut chercher, hein. On aura Egon Je ne connaissais Kragel. pas non plus parce que c'est en anglais, je ne le connaissais pas non plus, Ouais. hein. Il y a Marie-Thérèse de Brosse qui sera là, qui a écrit l'ouvrage, le fameux ouvrage dans les années 80, en 97, le fameux ouvrage Enquête sur les enlèvements extraterrestres, qui est à ce jour le livre
le plus intéressant, le plus enrichissant, c'est, on va dire, un ouvrage journalistique hein, sur le phénomène des rencontres rapprochées des abductions. Et c'est la première en France à voir s'être penchée de cette manière sur ce phénomène. Et elle a à peu près le même âge qu'Awitlet Streiber, donc c'est pour te dire que c'est des gens voilà qui Ouais. ont été les figures de proue, Pionnier, les ouais, un peu. pionniers de sujet, qui ont permis et qui ont aidé à le faire connaître, etc. Donc elle sera là. On aura aussi, donc je l'ai dit, avec Gone Kregel, on aura, oui, Marie-Thérèse, on l'a vu. On aura qui encore, enfin, voilà, de tête, je pourrais pas tout dire. Borvo, Voyageur dans la Ça fait conscience. rien, de toute manière, je mettrai Oui, l'affiche voilà. qu'on voit. Et pourquoi Le site est Carcassonne? en anglais, hein. Quand on Oui, clique, on a il y aura traduction en anglais, voilà, le au congrès sera en français, anglais. Il y ouais. aura des casques audio. Voilà, il faut juste soit comprendre le français, soit Tu dois comprendre comprendre l'anglais. Et l'anglais. Ok, voilà, l'un ou anglais l'autre, mais peut-être. tout, voilà, tout sera Et traduit. pourquoi Carcassonne? Tu habites là-bas ou c'est énergétique ou pourquoi Carcassonne? Carcassonne, parce que c'est proche du pic de Bugarache, le mont Bugarache, que tu connais peut-être, Hmm, sûrement, hmm, qui est à 1 heure et demie à peu près de Carcassonne. Et en fait, ce pic, ce mont, il est assez symbolique parce que c'est le mont qui a inspiré Steven Spielberg pour l'écriture du film Rencontre du troisième type, hmm, Close Encounter. Et d'ailleurs, dans son film, lui, il est parti de la Devil's Tower, mais en fait, c'est vrai que c'est le mont Bugarache qui l'a inspiré, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires et de légendes autour de cette montagne sacrée, etc. Et donc voilà, donc du coup, c'était symbolique de faire cela près du mont Bugarache. Et puis, il y a aussi Rennes-le-Château, qui est aussi hmm. avec on est en terre cathare. Il y a toute une histoire, on va dire, mystérieuse de la France du passé qui se trouve là-bas. Et je trouve que c'était une bonne idée de pouvoir permettre aux gens qui ne connaissaient pas cette région de profiter, de venir sur le congrès et de visiter en même temps, eh bien, ces autres lieux comme Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Hmm. le pic de On connaît. Bugarac. Voilà. Et raconte-nous tes voyages. Tu organises Euh, des voyages aussi? ah oui, oui. Alors, ben oui, j'organise un voyage. Alors, j'ai une association qui s'appelle Odyssée des Terres Inconnues. Et en fait, cette association organise des voyages tous les ans. Alors, c'est réservé aux membres de l'association, mais pour être membre, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire Hmm. gratuitement et on n'a rien à payer. Et on fait partie de l'association et on peut faire ces voyages. Et du coup, bah là, on va partir là, on part en Écosse le 21 avril. On part une semaine en Écosse. Et après, on fait un deuxième voyage qui sera au Japon du 3 au 14 novembre Tu fais des 2025. activités particulières ou simplement Alors, tu as un guide qui alors, raconte? bien sûr, on a toujours un guide qui vient avec nous, mais la particularité de ces voyages, c'est qu'on va sur des sites, on va dire, mégalithiques, des sites sacrés. Donc, pour l'Écosse, on va faire quand même le tour de certains sites. On va dire de tout ce qui va être pierre levée. On va notamment découvrir la civilisation des Pictes et aller voir ces pierres de plus près. Elles sont très intéressantes parce que c'est des pierres un peu similaires à celles qu'on retrouve en Bretagne ou même sur l'île de Malte. Donc on va aller voir ça de plus près. Et puis le Japon, bien sûr, aussi, on va faire le tour de sites mégalithiques qui sont pas forcément visités ou vus par les touristes lambda qui vont au Japon. Mais nous, on va aller justement un peu dans des endroits un peu reculés où il y a des pierres sacrées, des objets énormes, des pierres énormes de plusieurs milliers de tonnes qui sont là et qui posent question justement et qui sont un peu dans la ligne des vidéos et des études que je faisais dans mes vidéos sur YouTube. Ouais, raconte ton canal de YouTube aussi, on peut voir tes voyages. Alors oui, sur ma chaîne YouTube, bon, quand tu tapes Damian sur YouTube, tu vas tomber sur plein de vidéos et tu tombes sur ma chaîne YouTube aussi. Donc c'est vrai que j'ai fait un grand tour du monde en 2011 et 2012 pendant 2 ans. Mhm. J'ai voyagé à peu près un peu partout dans le monde, mais j'ai pas vu toute la planète parce que je pense qu'une vie ne suffirait pas. Mais on va dire, j'ai visité les sites les plus sacrés qui m'appelaient, tout simplement, notamment ces sites majestueux du Pérou, du Mexique. Mais j'ai fait aussi certains pays qui ont pas forcément de sites spécifiques, comme l'Argentine, voilà, la Chine, voilà. Mais c'est vrai que majoritairement, c'était les sites archéologiques qui m'intéressaient. Et c'est ce qui a permis, on va dire, de commencer mes activités, faire des vidéos pour montrer tous ces sites, les partager. Et puis c'est comme ça qu'est venue l'idée d'après de faire des voyages, parce que les gens me demandaient, ils me disaient, ah, mais moi j'aimerais bien aller là, tu voudrais pas organiser des voyages, on viendra avec toi, ce serait génial et tout. Du coup, je l'ai fait. Et c'est Et tu vrai, vois, ils sont venus. et ça fait 7 ans que tous les ans, je repars en voyage avec les personnes qui me suivent ou qui m'ont suivi et on se fait ces voyages ensemble et on découvre des C'est fois des choses, quoi. c'est très difficile, mais lequel t'a plus marqué ou frappé, je sais pas. L'Inde,
Ah L'Inde et le oui, Pérou, ouais. L'Inde et le Pérou, ça reste mes deux pays vraiment ah oui, de cœur, ouais. Et si tu me demandes de faire un choix, j'aurais du mal à faire un choix entre l'Inde et le Pérou, ah, ah, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même contexte. Mais disons que le Pérou, c'est un pays où tu en prends vraiment plein les yeux, c'est magnifique. Tous ces sites sont époustouflants. L'Inde, il y a énormément de temples aussi. Mais l'Inde, si tu veux, il y a ce côté un peu magique où tout peut arriver et où vraiment tu peux croiser des gens qui sont pas d'ici, quoi. Je te le dis vraiment. C'est le pays où tout est possible, l'Inde. L'Inde, c'est le pays où, comme je le dis souvent, qui a gardé le plus sa connexion avec les dimensions du subtil ou les mondes sacrés ou le pays des divinités, hum, etc. Et il existe énormément de passages en Inde, on va dire de portes, si on peut appeler ça de portes, hum, qui hum. permettent de voyager ou de passer d'un monde à l'autre. Enfin, voilà. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre à entendre comme ça, mais Non, il non, faut non. si tu veux, écouter ce que je dis de manière un peu plus poétique, un peu plus romantique. C'est-à-dire que je te dis pas qu'il y a des portes physiques où tu passes dans un autre monde, mais c'est en Inde que se manifestent les phénomènes les plus extraordinaires. C'est là où tu as, on va dire, potentiellement le plus de phénomènes extraordinaires et de choses insensées, incroyables. Voilà, parce que c'est un pays où, bien, il y a encore, c'est un pays du tiers-monde, hein, qui, voilà, il est tiers-mondalisé ce pays. Et donc, il y a vraiment une connexion qu'ont les gens À la au Dieu, spiritualité. à la spiritualité, parce que quelque part, il y a ce côté, tu sais, de relation entre l'homme et le divin, à subir finalement un karma ou à le conscientiser, à l'accepter, tu vois. Et donc, du coup, toutes ces croyances nourries font que, eh bien, oui, il y a cette spiritualité qu'ont les gens, même si c'est un pays qui est difficile, même s'il y a, on va dire, comme beaucoup de pays qui sont en train de s'occidentaliser, il y a quand même une sorte de reliance des êtres humains à leur terre, on va dire, et à leur histoire au subtil. Et ça, en fait, c'est vraiment l'Inde, c'est vraiment un gros portail subtil, entre guillemets, et c'est pour ça que je dis que c'est magique où tout peut se produire, parce que tout peut arriver en Inde. Vraiment, moi, j'ai vécu et vu des choses qui sont, waouh, tu te dis, ça peut pas exister, c'est pas vrai, et t'es témoin, pourtant, ça se produit sous tes yeux, et tu te dis, en fait, il y a vraiment une réalité qu'on ignore en fait. Il y a vraiment des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui dépassent l'entendement de la science et pourtant c'est là, c'est sous nos yeux. Donc quelque part, c'est qu'il y a une science, comme dit Whitley Strieber dont j'ai parlé avant, une science de l'âme perdue. Non, une science perdue de l'âme plutôt, où il y a des connaissances, il y a des mystiques qui sont capables de prouesses et qui remettent en question vraiment tout ce qu'on pense savoir de notre réalité. En fait, voilà, tout vole en éclat quand tu vas en Inde. C'est une expérience incroyable et voilà. Donc c'est un pays, d'ailleurs, on y retournera en 2026. 2026, c'est le prochain séjour est prévu en Inde. Et j'ai Ils peuvent vraiment le hâte d'y aller. retrouver dans ta page web. Oui, sur le site demian.com, il y aura, ou sur le site de l'association Odyssée des Terres Hein, Inconnues. Damien. N'importe comment, voilà, que ce Je soit l'un ou l'autre. mettrai en dessous, là, dans la description de la vidéo, je Oui, mettrai toutes ouais, ouais. tes coordonnées. Et le livre aussi. Le Il n'y a livre pas aussi, Amazon le site est dans sur ta page. demian.com, voilà. Et d'ailleurs, merci parce que c'est grâce à toi, tu voulais commander le livre en Espagne et tu t'es rendu compte que on ne pouvait pas faire la livraison en Espagne. Et c'est vrai que c'est quelque chose un détail qui m'avait échappé, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais envoyé des bouquins en Espagne au moment où je l'avais sorti, mais je sais pas Pour pourquoi là, il y l'instant, a il est seulement en français, en français, ouais. mais peut-être tu auras des demandes pour le faire en espagnol, hein. Bah écoute, on verra peut-être un jour. Déjà en anglais, ça serait bien, tu vois, c'est déjà du travail. En anglais. Oui, c'est du travail. Pourquoi il faut prendre quelqu'un spécialiste Ah pour oui, le parce qu'en faire? fait, moi, le livre, je l'ai auto-édité, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, L'ai fait. d'accord. C'est pas un éditeur, c'est moi qui ai fait le livre. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail derrière. Mais si tu veux, quand tu es en auto-édition, il faut avoir une portée internationale. Il faut être connu, on va dire, en Europe ou en dehors de la France. Et pour être connu en dehors de l'Europe, en dehors de la France et en Europe, il faut avoir produit du contenu vidéo ou avoir fait des interventions qui ont déjà été traduites dans d'autres langues pour justement que un public s'intéresse à toi. Donc c'est pas simple en fait on va dire de toucher un autre réseau quand tu es en auto-édition. Après, quand tu as un éditeur, c'est différent parce que si ton livre Hmm. cartonne avec un éditeur, il va être traduit dans d'autres langues, etc. Tu vois, donc là, c'est différent. Et pourquoi tu as voulu le faire seulement toi, l'édition et tout? Euh, Disons que les sujets que j'abordais au début, c'était un peu touchy, c'est-à-dire, bon, tu as vu de quoi on parle,
et quelque part, je crois que j'avais un peu cette appréhension de me dire que ça allait un peu, on va dire, faire l'objet d'un rejet par les éditeurs. Je me suis dit, les éditeurs vont peut-être pas aimer le livre, etc. Et puis je me suis dit, bon, après tout, vu que je suis une personnalité publique en France, que j'ai déjà un public qui me suit, que je fais déjà des interventions. Mhm. Finalement, j'ai pas besoin d'un éditeur. Je peux, on va dire, m'auto-éditer moi-même et vendre mes livres moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est un choix en fait. Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et l'inconvénient, bien sûr, c'est que ton livre, il va rester en France. Il va pas être forcément, on va dire, distribué sur Fermé. un. Voilà. Mais rares sont quand même, c'est très rare pour un auteur français d'être traduit dans d'autres langues. Il n'y en a pas beaucoup qui sont traduits. Il y a Anton Parks aujourd'hui, qui est traduit dans plusieurs langues. Oui, Mais il est très connu en Anton Parks, Espagne. il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà, faut être un peu un best-seller pour arriver à intéresser un public international. Donc, c'est Et pas des donné à tout. projets, des miens, des projets en vue? Parce Bah que tu déjà, as l'esprit inquiet et en plus tu es en train de sauter d'un côté à l'autre. Donc, j'ai toujours beaucoup de projets, comme tu le sais. ouais. Là, j'ai des projets. Alors, je pensais que j'allais faire une sorte de break après le congrès Exitu de juin, là, que tu vois derrière, Mhm. Ouais. ici. Ouais. Et en fait, peut-être que non, je vais peut-être pas avoir le temps parce que j'ai peut-être un autre projet en tête. Et Un ce autre livre? projet, ah, Non. pardon? Un autre livre, non. Non, alors oui, oui. Alors déjà oui, j'ai le projet d'écrire un livre, mais quand je dis j'ai le projet, c'est-à-dire que j'ai envie de le faire. Voilà, j'ai envie de le faire. Quand est-ce que je vais le commencer? J'en sais rien. Ça va dépendre de plein de choses. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'aimerais bien m'attaquer à un livre sur les rencontres rapprochées. Voilà. Et ça fait partie, on va dire, un peu de mes objectifs. Alors, est-ce que ça sera cette année ou l'année prochaine ou dans un an ou dans 2 ans, je sais pas. Mais en tous les cas, ça commence dans ma tête à se bousculer et je sens que voilà, quand ça va venir, il va falloir que je le fasse. Mais c'est vrai que là, je pensais à me mettre dans l'écriture dès le mois de septembre de ce livre. Mais j'ai un autre projet qui va peut-être arriver, qui est peut-être plus important et qui va peut-être, on va dire, En me du pousser à temps, écrire le livre un peu à un autre plus moment ou tard. en différé. Voilà, on verra, on verra, on Ben, verra. tu mets bosser les autres parties, hein, qui commencent à, les autres parties de toi, qui commencent à bosser entre-temps, et tu Non, mais donnes le livre, l'information. en fait, tu sais, on part du principe que tout est déjà fait, tout s'est produit. Ouais. Le livre, donc, que je veux écrire, il existe déjà, il a déjà été écrit quelque part, tu vois. Donc, voilà, il faut juste que je me connecte à ces autres moi, à cette conscience supérieure et que j'arrive à récupérer de l'information c'est pour ça que quand on est inspiré quelque part, c'est qu'on a déjà accompli quelque chose, tu sais. Et finalement, on est, on attire cette énergie de création qu'on a déjà fait, en fait, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mhm. Donc quelque part, bon, je me dis, je l'ai déjà écrit ce livre, il faut juste que je trouve le bon moment pour le réécrire ici et maintenant, tu vois. Donc on Ouais. verra, on verra. Avec ces voix qui t'ont dit tu l'as fait, et tu vas. Exactement, tout Ouais. à fait, exactement. Alors ça, c'était pour le film L'Autre Terre des Dieux. C'était encore Ouais. autre chose. Mais voilà, quand j'ai voulu faire le film L'Autre Terre des Dieux, je savais que le film, il était déjà fait quelque part. Bah, en fait, c'est même pas que je le savais, c'est qu'en fait, c'est de la logique. À partir du moment où tu as le projet de faire quelque chose, peu importe que ce que tu vas faire est bien ou pas, à partir du moment où tu veux le faire, eh bien, il se trouve que cette chose s'est déjà produite, elle existe déjà quelque part. Tu vois, je sais que je vais écrire un livre demain, par exemple, demain je vais écrire un livre, et ben je sais que ce livre, je vais l'écrire. Donc je sais qu'il existe quelque part. C'est-à-dire que dans une réalité alternative, dans un ailleurs et maintenant, ce livre, il existe. Donc je sais que je suis convaincu de son existence, donc à moi maintenant de me prouver que je l'ai bien fait et donc de l'écrire. Et pour ça, c'est là où justement l'inspiration, elle vient, c'est que quand tu as déjà pris conscience que tu as fait la chose, et bien en fait, les choses, tu les fais beaucoup plus facilement. Mhm. Et un dernier conseil pour les gens qui nous écoutent, d'être positif, comme tu parlais dans le livre, je sais pas, d'autres conseils que tu puisses donner. Alors, être positif, oui, mais c'est surtout aspirer à des choses positives. Ça veut pas dire être positif c'est bien d'être positif au jour le Et jour, pas inconscient. mais on peut pas toujours être positif au jour le jour. Mhm. On est soumis à des facteurs extérieurs intrusifs qui sont pas de notre sort, qui sont pas volontairement, qui sont pas faits volontairement. Donc, on n'est pas forcément toujours bien. Donc, c'est difficile d'être toujours bien positif. C'est impossible. Mais plutôt, ce que je conseillerais de faire, c'est d'avoir on va dire des aspirations Mhm. positives. C'est-à-dire s'imaginer dans le futur et s'imaginer qu'est-ce qu'on veut pour le futur et s'imaginer comment nous on va être dans le futur. Voilà, c'est s'imaginer comment on veut être dans le futur et comment on va être. Et à partir du moment où on fait ça, on aspire justement à créer une réalité qui va être meilleure.
Et c'est pas qu'on va la créer, c'est qu'on va être projeté dans cette nouvelle réalité, tu vois. Donc, être positif, oui, c'est bien, mais c'est surtout se projeter vraiment soi-même dans le futur et s'imaginer dans un monde positif. Et c'est ça qui est plus important, c'est de visualiser un monde meilleur qui va venir et dans lequel on veut être. Et là, c'est là où est toute la différence, pardon. Ouais. Voilà. Bon, ben, je crois que on croyait qu'on allait parler pas beaucoup, mais merci beaucoup, Voilà. T'en Damien. prie. Les Merci, gens, Valunella. ils te connaissent un petit peu plus maintenant et qui sait si dans le futur on fait, parce que là, vraiment, il y a du. Ben, j'avais un papier, je lui expliquais à Damien avec toutes les questions, mais finalement, je ne sais pas où il est passé. Je crois que j'ai changé aussi des lignes. Je sais pas si tu Ou vas le traduire tout papier, ça il a en... sauté ou c'est moi qui a sauté, mais je ne sais pas. Je sais pas si tu vas traduire tout ça en espagnol, mais ça va être compliqué, je pense. De toute manière, j'ai fait une enquête avec les gens que j'ai en Telegram. Ils ont dit qu'ils allaient mettre les sous-titres, hein. Ok, Donc, on verra bien. Et si je vois qu'ils ne prennent pas le temps de mettre les sous-titres, je le ferai. Il y a des d'accord. programmes d'intelligence artificielle, on peut le faire, hein, Oui, oui, c'était avec ça. facile à faire. C'est facile à faire. Voilà, j'étais un peu Non, fatigué. ben, écoute, on te remercie et on dit à bientôt. Merci Valunala, bonne soirée.